Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Il y a des cavaliers dont l'histoire semble presque écrite à l'avance. Ils sont nés dans le milieu, élevés dans de grandes et belles écuries, baignés dans le haut niveau du sport ou dans une logique de performance, déjà. Et puis, il y a ceux qui construisent leur chemin autrement, ceux qui découvrent leur discipline plus tard, qui avancent par passion, par obsession du détail, du travail, ceux qui rêvent des étoiles et des anneaux olympiques et qui sont prêts à tout pour les décrocher. Notre invité du jour, Alexandre Ayache, fait clairement partie de cette deuxième catégorie de cavaliers. Parce que rien au départ ne semblait le prédestiner au très haut niveau du dressage. Alexandre grandit dans un environnement éloigné des codes traditionnels de la discipline. Il évolue d'abord en centre équestre et découvre véritablement le dressage à 17 ans. Un âge où aujourd'hui, beaucoup de carrières semblent déjà tracées. Et pourtant, quelque chose se passe. Il rêve en grand, il travaille pour 10 et il y arrive. À se frayer un chemin parmi les stars de sa discipline, à décrocher une sélection olympique, à gagner. Au fil des années, il est devenu l'un des visages du dressage français. Il y a eu les Jeux équestres mondiaux de Caen en 2014, les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et puis bien sûr Paris en 2024. Il y a eu des chevaux marquants comme Zowat, comme Jolene. Mais ce qui rend son parcours particulièrement intéressant dépasse largement les contours de son palmarès sportif. Parce qu'au fil de cette conversation, on a découvert quelqu'un de profondément animé par l'envie de progresser. Quelqu'un qui questionne beaucoup. Quelqu'un qui cherche constamment à mieux comprendre les chevaux, la performance, le fonctionnement du sport, jusqu'à son propre fonctionnement. Je me souviens très bien avoir quitté la loge Effet Feu à la fin de notre échange, avec une batterie de motivation chargée à bloc. Car pendant 1 heure, on a découvert sur son visage et dans ses mots un niveau de motivation et de lucidité phénoménaux et véritablement contagieux. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on vous propose d'aller creuser bien au-delà des médailles, des sélections et des grands championnats. On vous propose d'aller disséquer les tripes, l'instinct, la rage de gagner et les doutes aussi. Voici l'histoire d'Alexandre Ayache. Bonjour Alexandre Ayache. Bonjour. On est très contente de vous rencontrer aujourd'hui au Printemps des Sports Équestres. Sachez qu'on a mis une petite story hier sur les réseaux pour demander à nos auditeurs qui est-ce qu'ils aimeraient entendre. Et votre nom n'a fait que de revenir. On nous a demandé du dressage et Alexandre Ayache. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Donc on est bien là. Alors, je vais juste commencer, Alexandre, par vous présenter, peut-être un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, présenter votre palmarès. Et après, on va dérouler un peu votre histoire. Vous avez participé d'abord aux Jeux équestres mondiaux de Caen en 2014. C'était le début un peu pour vous, pour du très haut niveau. C'est exact. Après cela, en 2016, vous avez été réserviste aux Jeux olympiques de Rio. Et ça, on va y revenir, on va en parler ensemble. Ensuite, vous avez gagné la Coupe des Nations du CDIO 3 étoiles d'Ixted en 2018 avec Zowat, qui est un cheval qui a marqué votre carrière, clairement. Et puis, en 2020, vous êtes vice-champion de France Pro Élite. Ça aussi, c'était un titre important pour vous. Plusieurs victoires en CDI 3 étoiles et vous avez pris part à votre première étape Coupe du Monde en 2022 à Lyon, à Equita Lyon. Oui. Et puis, après cela, ça s'est encore plus accentué, c'est allé encore plus vite il y a quelques années là avec évidemment les Jeux Olympiques de Paris, ce qui vous a amené aux Jeux Olympiques de Paris. J'ai l'impression que c'était hier, mais c'est vrai que ça fait presque 2 ans maintenant. Après tout ça, après toutes ces quelques années de haut niveau, on voulait commencer en vous demandant un peu où est-ce que vous en êtes de votre carrière et comment est-ce que vous vous sentez ? Alors moi personnellement, je me sens super bien. J'ai toujours 18 ans, que les choses soient bien claires pour tout le monde.
suis en pleine forme et on a la chance de faire un sport où la sagesse et le savoir payent plus que l'explosivité et la jeunesse. Je ne vais pas dire que les grands champions sont des vieux, puisqu'on a un numéro 1 mondial qui est numéro 2 ce mois-ci, mais qui est très jeune. Mais voilà, on a la chance de faire un sport où on peut durer très longtemps. Donc non, tout va très très bien pour moi. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait maintenant pas mal de grosses échéances qui permettent d'aborder la compétition d'une manière totalement différente. Et ce qui est que bénéfique dans ma pratique et pour le haut niveau, clairement. Vous parliez de sagesse et j'avais envie de vous demander ce qui avait changé pour vous, mais on va y revenir peut-être un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez ? Dans quel type de famille est-ce que vous avez grandi ? Quelle enfance vous avez eue ? Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir cavalier, tout simplement ? Alors moi, je viens d'une famille normale plus. Quand je dis normale plus, mon père est policier. Et ma maman est assistante maternelle à la DAS, donc elle gardait des enfants. Moi j'ai grandi avec énormément d'enfants qui n'étaient pas mes frères, mais qui sont restés à la maison pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Certains qui bossent toujours avec moi d'ailleurs. Donc voilà, moi je viens d'une famille qui n'est pas du tout issue de ce milieu-là. Et d'où les choses assez complexes pour moi pour faire de la compétition. Moi je faisais un peu de poney dans un poney club et puis point barre, quoi. Il n'était pas question d'avoir un poney, d'aller au concours ou quoi que ce soit. C'était juste financièrement pas possible. Et voilà. Donc c'est bien la preuve pour tout le monde que quand on a plus faim que les autres et qu'on a envie de travailler plus et qu'on travaille plus que les autres, parce que c'est pas qu'une envie, qu'on travaille plus que les autres et qu'on a plus faim, on peut très bien y arriver. C'est rigolo parce que en vieillissant, maintenant je suis papa et c'est ce que je dis à mes filles ici, quand tu expliques tes rêves aux gens, ils se moquent pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand, clairement. Ça c'est clairement une chose certaine. Les mêmes qui se foutaient de ma gueule il y a quelques années, maintenant ils viennent me féliciter au bord du rectangle, donc c'est assez comique. Vous l'avez emprunté à Tony Parker. Ouais, il n'y a pas que lui, Ouais, vous savez, il n'y a pas que lui. Exactement pareil. Il n'y a pas que lui, mais c'est des choses où une fois que tu y es arrivé, tu t'aperçois que tous ces gens, moi je peux vous faire voir des messages que je reçois d'anciens profs d'école qui se foutaient de ma gueule clairement quand on leur disait, non mais moi je leur disais un jour, voilà. Et juste avant Paris, j'ai reçu des messages de ces gens-là qui viennent nous féliciter, dire incroyable ce que le travail arrive à faire. Ben oui, ça c'est sûr qu'on a dû travailler beaucoup plus que les autres. Quand vous êtes obligé de tout faire vous-même, de A à Z, et que vous n'avez pas papa et maman derrière, c'est plus compliqué, mais ça n'enlève rien au fait que c'est faisable. Donc il faut vraiment expliquer aux gens et aux enfants qu'à un moment, la seule limite, c'est ce que toi t'acceptes de mettre sur ton parcours et sur ton chemin. Vous parliez d'avoir faim dans le monde entrepreneur. Souvent, on dit il a les dents qui rayent le parquet. Comment ça se matérialise ? Moi, c'était au-delà de ça. Comment ça se matérialise chez vous, cette faim, en fait ? Comment vous la concrétisez ? Comment vous la rendez ? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Que les choses soient claires, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand on veut quelque chose, c'est simple. Il y a un point de départ, il y a une arrivée, vous rentrez sur le GPS et ensuite vous sortez plus de cette route-là. Et surtout, vous commencez pas à perdre votre temps à écouter Pierre, Paul, Jacques, parce que les gens qui vont vous donner des leçons, c'est ceux qui n'ont pas eu le courage de faire ce que vous allez faire ou ce que vous apprêtez à faire. Ceux-là vont vous dire que c'est pas possible, que c'est trop difficile. Donc ceux-là, il faut surtout pas les écouter. Pour moi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai voulu quelque chose, j'ai travaillé d'arrache-pied jusqu'à ce que j'arrive à l'avoir et jusqu'à ce que ce soit atteignable. Et bien évidemment, quand le haut niveau, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a très peu de place. Il y a beaucoup de partants, très peu de place. Il y a beaucoup de gens qui sont plus doués que moi, plus financièrement plus à l'aise que moi, plus de ce milieu-là. Après, est-ce qu'ils ont plus envie ? Ça, c'est pas possible. Celui qui a plus envie, il n'est pas né encore. Et c'est ça qui fait la différence. Et il faut vraiment. Mais vous me parlez de Tony Parker, mais j'ai eu la chance de faire Rio avec Tony Parker et de beaucoup discuter avec lui, avec Teddy Riner, avec Usain Bolt, et tout le monde dit la même chose. Tout le monde. Si vous discutez avec quelqu'un comme Teddy Riner, il va vous dire la même chose. Tout le monde se foutait de sa gueule. Alors, pas ouvertement, parce que quand vous voyez le bébé, vous faites ça derrière son dos, mais tout le monde dit la même chose. Il n'y a pas un champion. Il y a pas. Et encore, là, moi, je parle de légende. Je suis très loin d'être une légende. Là, on parle de légende. Quand vous parlez de Tony Parker, on parle de Teddy Riner, on parle du Usain Bolt. C'est plus des athlètes, c'est des légendes. C'est des gens qui ont marqué l'histoire. Vous allez dans la rue, ça te rappelle n'importe qui. Tout le monde connaît Teddy Riner ou Tony Parker. Alexandre Ayache, si vous parlez de quelqu'un qui ne fait pas de cheval, il veut dire qui c'est celui-là. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vraiment s'écouter soi et pas les autres. Et quand je dis pas les autres, ça peut être votre propre famille.
Parce que moi, mes parents ils m'ont pris très longtemps pour un fou. Quand j'expliquais à mon père qu'il gagnait 1 500 € par mois, que j'allais faire un sport où ce qu'il gagnait dans le mois, ça risquait d'être dépensé dans la moitié d'un week-end pour aller au concours, concrètement, parce que c'est la réalité de... il rigolait doucement, c'est bien mon fils, vas-y, continue de rêver, ça coûte rien ça. Mais voilà, donc il faut vraiment s'accrocher et puis travailler plus que les autres. Il n'y a pas de solution. Et alors, vous parlez déjà très tôt de votre papa qui vous disait ça, mais vous avez toujours été comme ça? Dès le jeune âge, J'ai toujours eu plus faim que les autres, ça c'est sûr et certain. Mon père et ma mère ne montent pas à cheval. Et c'est la première chose, le premier mot que j'ai prononcé, c'était ça. Donc j'ai toujours eu envie de monter à cheval. À 6 ans, j'étais déjà dans un poney club. Et oui, j'ai toujours eu beaucoup plus faim que les autres. Toujours. La chance que j'avais, c'est que j'étais un peu casse-cou. Donc les poneys qui jetaient les autres gamins par terre au poney club, moi j'avais le droit de les remonter gratuitement après pour qu'ils puissent retourner. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à monter beaucoup de chevaux et beaucoup de poneys sans payer. Et puis en grandissant, comme vous montez que des coquins, vous faites une petite réputation et du coup vous avez des gens, j'en ai un qui est un peu compliqué, et puis voilà, ça s'est fait comme ça et c'est comme ça que je suis arrivé où je suis maintenant, en montant les chevaux plus délicats et plus sensibles que les autres. Alors, je voulais juste dérouler un peu le fil. Et alors, ce matin, donc, on s'est quand même renseigné pour préparer cette interview. J'ai lu que vous avez donc évolué en centre équestre des tout petits jusqu'à à 17 ans. Vous vous passionnez pour le dressage. Ouais. Vous êtes un garçon de 17 ans et vous vous passionnez pour le dressage. C'est ça. C'est peu commun. Ouais, j'étais plus malin que les autres. Je fais du dressage avec des filles, j'étais juste plus malin que les autres, c'est tout. Au milieu que de filles, il y a pire punition. Non, blague à part, en fait, je suis arrivé au dressage, c'est un peu un accident. C'est ce que je vous disais, j'ai monté beaucoup de chevaux plus délicats et plus sensibles que les autres. Et à 17 ans, je rencontre une dame qui avait un certain âge, paix à son âme, qui avait acheté un super cheval, mais avec lequel elle s'en sortait pas vraiment. Et c'était un très bon cheval de dressage. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Et j'ai commencé à monter un peu le cheval pour lui filer un coup de main. Et puis, c'est elle qui m'a payé mon premier concours. Et j'ai mis le pied là-dedans comme ça. Et puis, ça a plutôt bien marché. À un tout petit niveau, mais ça a plutôt bien marché. Puis un deuxième concours, un troisième, puis un deuxième cheval dans le même état d'esprit. Et puis, on arrive à une vingtaine d'années où on a fait quelques concours. Et ça se passe bien. Et là, j'arrive à échanger un premier cheval contre du travail. La dame s'en sortait pas du tout, elle voulait plus en entendre parler. J'échange le premier cheval que j'ai à moi contre du travail. Et voilà, et c'est comme ça qu'on met dedans. Mais peut-être que si cette dame avait eu un très bon cheval d'obstacle, j'aurais fait de l'obstacle. C'était pas un choix. Mais toute ma vie est un peu comme ça. Ouais, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on va plus là ou là. Mais j'aurais pu faire de la randonnée, j'aurais pu être maréchal ferrant, c'est pas la compétition de haut niveau qui me fait rêver. C'est vraiment les chevaux, c'est vraiment ce relationnel qu'on a avec cet animal qui est incroyable. Et je prends autant de plaisir, peut-être même plus de plaisir à la maison à monter mes jeunes chevaux qu'à venir sur les plus grands terrains au monde. Alors après, c'est sûr que quand on rentre en piste à Versailles, c'est spécial. C'est pas sûr qu'un jour ça refasse la même chose en feeling et en sensation. Mais ouais, ma passion, c'est les chevaux. Et réellement, les chevaux, je suis pas passionné de compétition. Je suis passionné par les chevaux et je fais de la compétition parce que le haut niveau m'attire. Mais ma passion, c'est pas le haut niveau. Voilà, clairement. Le sport est venu après. Ouais, le sport est venu après. De toute façon, quand vous venez de mon milieu, à un moment, il faut rêver grand, mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Donc, on sait ce que ça coûte une saison de compétition. Et arriver sur le haut niveau, c'est déjà très très dur. Mais y rester, les gens n'imaginent pas. Les gens n'imaginent pas les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir maintenir et rester sur le haut niveau et ce qu'on est obligé d'accepter. Donc c'est pas si simple. Après, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Il y a des gens qui sont à l'usine, il faut quand même pas l'oublier. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je fais que ce que j'aime tous les jours. Donc ça fait des longues journées, mais on fait quand même que ce qu'on aime. Mais voilà, le haut niveau coûte énormément, et financièrement, physiquement, mentalement. Donc voilà. Donc il faut accepter ça et y aller à fond. Quand on vous écoute et nous on vous découvre, c'est la première fois qu'on se rencontre, on découvre quand même une personne qui a vraiment une soif d'avancée difficile à contenir. Et pourtant, avec les chevaux et a fortiori avec les chevaux difficiles, on est obligé d'être patient, de prendre son temps, de laisser passer les exigences de l'autre. Comment est-ce que vous jonglez entre votre personnalité de celui qui visiblement a une urgence d'accélérer avec l'indispensable patience qu'il faut avoir avec les chevaux? De toute façon, si vous n'êtes pas patient avec les chevaux, vous pouvez pas dresser de chevaux. Ou si, il y en a qui ont réussi à dresser un cheval en faisant des choses pas normales. Mais là on prend des exemples de gens qui sont passionnés de compétition. Moi, j'en ai rien à
foutre de la compétition, pour être honnête avec vous. J'ai eu des chevaux fabuleux qui n'ont jamais fait d'épreuve parce qu'ils étaient trop sensibles et que ça les mettait dans des états lamentables. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je m'éclate autant à la maison à dresser mes jeunes chevaux et mes vieux chevaux et des chevaux difficiles et des chevaux pas difficiles que de venir monter une très belle épreuve. Là c'est sûr que quand on est sur une piste comme ça, c'est juste incroyable, mais la seule chose qu'on fait, c'est flatter notre ego parce que le cheval, lui, qu'il soit là, qu'il soit à la maison, qu'il fasse une ligne de temps ici ou une ligne de temps à la maison, pour lui c'est pareil. Donc oui, c'est certain qu'avec les chevaux, on a besoin d'énormément de patience et c'est là où en vieillissant, on s'aperçoit qu'en fait, nous, ce que je vous disais tout à l'heure, on a le point de départ, on a la sortie, mais la route, c'est pas nous qui la. On est sur une fabuleuse application qui va vous dire tourne à droite parce que là à gauche ça pue, et puis voilà. Et puis vous acceptez de prendre du temps, mais c'est une relation à part entière. J'ai envie de vous dire, c'est comme en couple. Si vous partez et vous dites c'est comme ça, il n'y a pas de méthode. Et c'est là où notre sport est juste passionnant. C'est qu'il y a autant de méthodes que de chevaux, et j'ai même envie de dire autant de méthodes que de couples différents. Parce que j'ai la chance d'avoir ma femme qui fait du très haut niveau et qui monte, et on se prête régulièrement les chevaux pour savoir si on est dans le juste et si tout est juste, et je m'aperçois qu'elle a des problèmes avec des chevaux que j'ai pas et vice versa, et des problèmes que j'ai où elle me dit mais je sais même pas de quoi tu parles. Donc c'est bien la preuve que les couples et les affinités et les feelings et c'est tout est très très personnel, et c'est là où moi je trouve notre sport juste incroyable. C'est que quand vous pensez que vous avez compris, si vous avez monté beaucoup de chevaux par jour, vous dites ça y est, là j'ai compris. Celui d'après vous explique que vous avez strictement rien compris et que ça marche pas en fait. Ça marche avec l'autre, mais ça marche pas avec celui-là. Et moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant dans notre sport. Voilà, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me fait vivre. Après, oui, je suis quelqu'un qui a un poil de caractère et qui a envie de. Moi, je fais une checklist et j'ai envie de cocher toutes les croix de ce dont j'ai rêvé. Et voilà, ça c'est fait. J'en ai déjà coché vraiment, vraiment pas mal. Et j'espère qu'avant que tout soit terminé, je finisse de cocher celle qui me reste. Vous avez parlé donc de cette dame qui vous a mis le pied à l'étrier de la compétition. Vous parlez de ce chemin que vous avez déjà parcouru. Est-ce qu'il y a eu d'autres opportunités, des personnes qui ont été vraiment phares dans votre trajectoire? Il y en a plein. Il y a plein de personnes qui ont été phares. Il y a mes parents, malgré que ils n'avaient pas les moyens pour m'emmener où on est, ils ont toujours été derrière. Ma maman, mes parents. Mes frères et sœurs qui ont je dis sœur parce que j'ai pas de sœur, mais ma mère a gardé beaucoup de filles, donc voilà, j'ai pas de vraie sœur, mais c'est tout pareil, mais par exemple il y a Johan, mon petit frère, qui est chez nous depuis qu'il a 6 ans, il en a 30, il bosse encore avec moi, et quand je vous dis qu'on a tout construit, c'est-à-dire que nous les box, on les a pas fait construire, on a construit les box, on a fait les maçons, et c'est quelqu'un qui est avec moi depuis maintenant plus de 20 ans. Toute ma famille, tout mon entourage, et puis surtout je suis en face de vous aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de chance de croiser les chevaux que j'ai croisés, et ça on leur rend pas assez ça. Nous on est des imposteurs, c'est eux les réels stars, c'est eux. Sans eux nous on fait pas grand chose, et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bons chevaux, et voilà. Après j'ai croisé ma femme il y a maintenant 14 ans. Ça c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie, que ce soit techniquement, humainement. J'ai un partenaire depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qui me permet d'avoir des chevaux et de les garder un certain temps pour que je puisse aller au concours assez sereinement. Après ils sont tous à vendre parce qu'on n'a pas trouvé encore de mécènes, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé de pouvoir rester en compétition, c'est de faire quelques années puis de les vendre pour pouvoir garder les jeunes qui arrivent derrière, et voilà. Mais oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. J'ai plus qu'une bonne étoile. Honnêtement, on travaille dur, mais on a beaucoup de chance. Moi, j'ai grandi avec des enfants qui avaient beaucoup moins de chance que moi. Et quand on vous dit on est tous égaux, ça c'est une vaste escroquerie. On n'est pas tous égaux. Clairement, on n'est pas tous égaux. Et voilà. Maintenant, le tout c'est de savoir où on est et ce à quoi on est prêt. Et ce à quoi on n'est surtout pas prêt. Voilà. Vous êtes installé dans les Alpes-Maritimes. En quelle année est-ce que vous avez fait l'acquisition de la propriété ? Alors la propriété, on a acheté cette propriété avec mes parents. C'était une vieille grange moitié effondrée avec une petite maison derrière, où il y avait pas mal de terrain, et c'est il y a 22 ans maintenant. Donc si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, fin 2003 je crois. Mai 2003 je crois. 2003, et pendant 19 ans, vous avez
directement participé à construire en brique par brique la structure et plusieurs fois. Et votre outil de travail, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et plusieurs fois. J'imagine que ça a été beaucoup de travail et on sait qu'en 2022, il y a eu une tempête dans notre région qui a terrassé la structure. C'est en quelques heures, de manière absolument inévitable, quelque chose contre lequel on ne peut absolument pas lutter, l'effondrement de tout ce que vous aviez construit. C'est ça. Comment est-ce qu'on se reconstruit? Et quand je dis se reconstruire, c'est à la fois vous, mais aussi la structure en elle-même, la partie du bâtiment, après un coup comme ça. Alors on a subi des dégâts matériels assez énormes puisqu'on a 70% de la propriété qui a été touchée. On a beaucoup de chance parce que là encore une fois j'ai énormément de chance. J'ai pas un cheval qui a été blessé, il n'y a pas une personne qui a été blessée. Quand ça arrive, c'est la première chose où on dit merci. Voilà, merci que ça soit comme ça. Et les dégâts matériels, c'est des dégâts matériels. On a eu aussi assez de chance parce que les écuries étaient assurées par un assureur qui a joué le jeu tout de suite. Donc il nous a laissé raser et reconstruire très rapidement. Si je dis pas de bêtises, c'est 5-6 mois de partir à Tokyo parce que j'ai fait les Jeux de Tokyo aussi. Et j'ai oublié de les citer, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est juste pour bien expliquer que l'année de Tokyo, j'étais fit, il n'y a pas de problème. Je faisais le maçon le matin, le cavalier l'après-midi. J'ai jamais été aussi fit de ma vie. Donc on a reconstruit tout ça l'année des Jeux de Tokyo. Et après, on a eu moins de chance avec l'assureur qui assurait la maison parce que là, il a fallu partir sur 5 années de contentieux et de guerre où là aussi, il a fallu montrer les dents vraiment parce que là, on s'aperçoit que les assureurs sont pas très gentils et qu'ils sont pas là pour vous aider, ils sont là pour gagner de l'argent. D'ailleurs, moi, ils me l'ont dit en figure. Hein. L'inspecteur de l'assurance m'a dit « Mais si on rembourse tout le monde, comment on gagne de l'argent ?» alors que vous êtes en train de tout perdre. Donc là, j'étais moins patient qu'avec les chevaux, par contre. Mais voilà, on accepte ça. Ça fait partie des choses qui nous auront fait grandir, clairement. Et on remercie surtout qu'il n'y ait pas eu de blessés et qu'il n'y ait pas eu de morts parce que concrètement, il ne faut pas oublier que cette tempête a emmené une quinzaine de personnes, des pompiers, des secouristes, des gendarmes. Tout le monde voit bien le couple de personnes âgées qui part avec sa maison. Donc voilà, donc nous, là encore une fois, c'est une épreuve, mais on est chanceux dans cette épreuve-là. Après aller au combat contre les assurances. Ils ont pas tapé à la bonne porte là. Ils n'avaient pas compris à qui c'est qu'ils avaient en face, donc du coup ils finissent par perdre. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de fatigue en fait, parce que on passe beaucoup de temps à s'expliquer sur un truc en fait où on n'a pas à s'expliquer. Moi j'y suis pour rien. Si c'est une tempête que jamais personne n'a vue, on peut même pas dire que ça a déjà été vu. Donc voilà, mais maintenant c'est quasi tout reconstruit. Pour être honnête avec vous, on a fait différemment parce qu'il a fallu tenir compte de la topographie et des dégâts qui sont pour le coup irréversibles. Hein, les morceaux de terrain qui sont partis. Hein. Mais là, encore une fois, on est très content du résultat final et voilà, et on avance. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre système parce que vous nous avez dit que vous avez un partenaire mais que vous n'avez pas de mécène. C'est sûr que le dressage, c'est une discipline qui attire beaucoup moins les mécènes et les gens fortunés que le saut d'obstacle, par exemple. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous vivez de cette passion, de ce sport aujourd'hui. Alors moi j'ai beaucoup de chance là aussi. C'est que j'ai Karim qui me suit depuis maintenant plus de 10 ans et qui me permet d'avoir des chevaux. Mais à un moment, quand vous voulez qu'un partenariat dure, il faut que quand c'est l'heure de faire les comptes soient au moins à zéro. Quand c'est pas quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent avec ça, il faut que les comptes soient au moins à zéro. Sinon, on a déjà vu, je ne citerai pas de nom, mais on a bien vu en France des gens très fortunés qui pensent et qui finissent par s'épuiser parce qu'à un moment, ils s'assoient devant la table et qu'est-ce que ça m'a rapporté ? Bon, rien. Qu'est-ce que ça m'a coûté ? Ok, j'en suis pour plusieurs millions de ma poche. Là, il y a un moment, je vais faire autre chose. Donc moi, j'ai de la chance parce qu'il me permet d'avoir les chevaux, il me permet de les maintenir en compétition, mais à un moment, si je veux que les jeunes arrivent derrière et si je veux que ça continue, je suis obligé de laisser partir les chevaux parce que j'ai 25 chevaux à la maison, j'ai 5 personnes qui bossent avec moi et que ça coûte un peu plus de 20 000 € par mois. Donc il y a un moment quand il faut nourrir tout le monde et aller au concours, il faut faire des choix. Donc il y a deux choses. Hein. Soit je décide de garder les chevaux
et j'arrête le sport de haut niveau parce que j'ai pas les reins pour pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. C'est à un moment, la plus belle femme, elle peut vous donner que ce qu'elle a. Donc ça, c'est un truc où voilà, il faut que j'accepte ça. Soit je mets en place le protocole qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on dresse beaucoup de chevaux et on les laisse tous partir à un moment en espérant, et pour l'instant, on y a plutôt bien réussi, en laissant arriver le prochain Grand Prix, laissant partir la star, laissant arriver le prochain Grand Prix. Mais alors, hormis le côté affectif qui est juste horrible, c'est la pire chose que notre métier, en tout cas que mon système m'oblige, c'est laisser partir ouais, il n'y a même pas de mots, c'est laisser partir un partenaire après des années. Donc ça, c'est un truc, c'est pas explicable. Ce feeling-là, il n'est pas explicable. Mais voilà, il n'y a pas de choix. La chance que j'ai, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à amener un nouveau cheval sur le haut niveau et laisser partir l'autre, arriver un nouveau cheval et laisser partir l'autre. Ce qui est triste, c'est que quand on laisse partir un cheval qui est finalement prêt, finalement complètement OK pour aller sur le haut niveau, là, c'est le moment où il s'en va. Donc du coup, on n'arrive jamais avec mon système, j'arrive jamais à finaliser, à fignoler, à peaufiner le cheval pour aller chercher les derniers points. Et du coup, c'est un poil frustrant. Mais bon, voilà, c'est une frustration. Je suis quand même grand parquet en train de discuter avec vous. Donc là aussi, il faut rester calme. Vous les achetez à quel âge, les chevaux? Vous en avez combien en général? J'aimerais bien essayer de dresser un peu le portrait global de la structure pour comprendre combien de cavaliers vous avez, combien de chevaux vous montez au concours, si vous allez faire les épreuves jeunes chevaux ou pas. Voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, les chevaux, là aussi, c'est souvent des concours de circonstances. Généralement, on achète les chevaux assez jeunes. Ça, c'est ma femme et le partenaire qui sont spécialistes de ça. Moi, je suis incapable. Tous les poulains, moi, ils sont beaux. J'achèterai tous les poulains. Je suis vraiment nul, mais nul. Ah non, mais les deux seuls où j'ai donné mon avis, c'était tout sauf des chevaux de dressage. Donc, du coup, je donne plus mon avis. Je les laisse faire et ils font ça très très bien. Ils ont un œil que j'ai pas. Moi, je sais choisir un cheval quand je peux monter dessus. Mais si je peux pas monter dessus, je les trouve tous jolis. Je les trouve tous. Bref, je suis vraiment nul. Donc, ça, c'est un truc que j'ai abdiqué. J'ai compris que c'était pas pour moi. Donc, ça, je les laisse faire. Souvent, ils achètent des jeunes chevaux. On a beaucoup, je vais dire 80% des chevaux qu'on a dans les écuries, c'est des chevaux qui ont été achetés entre 6 mois et 3 ans. Voilà, ça c'est 80% de nos chevaux. Après, on a des chevaux qui croisent notre chemin, comme Jolène, qui est arrivée dans mes écuries. Elle avait fin d'année de 8 ans. Elle avait déjà certains exercices déjà pas installés, mais elle esquissait déjà le passage, elle esquissait déjà le piafé. Elle changeait pas du tout de pied, d'ailleurs, c'était le gros problème, c'est que la dame s'en sortait pas du tout dans le galop avec la jument, et c'est pour ça qu'elle voulait la vendre, parce qu'elle en pouvait plus, elle avait tout essayé, et le galop ça passait pas. Le trot c'était plutôt pas mal, mais le galop ça passait pas. Et moi j'ai craqué sur la jument, j'ai monté 5 minutes, j'ai craqué sur la jument, donc celle-là on l'a achetée, elle avait 8 ans, mais ça c'est assez rare. Vous voyez par exemple Olivia qui vient courir ici, je l'ai depuis qu'elle a 3 ans, fin d'année de 3 ans. Une jument que j'ai eue, que j'ai acheté pour rien. Celle-là, je l'ai acheté moi personnellement, pour rien. C'est une amie, Agathe, qui m'appelle un jour, qui me dit Alex, je connais une jument dans un des plus gros élevages allemands. Elle s'amuse avec les cavaliers, elle les pose tous les uns derrière les autres par terre, ils en peuvent plus, ils arrêtent. Et elle m'annonce un prix qui était déjà ridicule. Je dis non mais je peux pas jouer, Agathe. Si tu parles moi, je peux pas appeler Karim et lui dire Karim, super, on va acheter un cheval qui jette les cavaliers par terre. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut que je reste. Elle me dit non, mais il faut que tu l'achètes toi, Et puis elle finit par m'appeler et me dire voilà, non, ils en veulent ça. Qu'est-ce que tu dis? Elle fait une visite complète. Et si elle est bonne, je viens même pas la voir. À ce prix-là, je viens même pas la voir. Elle envoie-la à la maison. Donc ils ont fait une visite complète. C'était quasiment le prix de la jument, la visite. Si vous avez le prix d'une visite, vous allez comprendre vite combien je l'ai payé. Et en fait, elle avait une visite parfaite. Et du coup, elle est venue à la maison et en effet, elle avait des arguments, on va dire. Grand cheval à 1m80 qui avait compris qu'il était légèrement plus fort que l'être humain, beaucoup de sensibilité. Donc voilà, après, c'est une jument qu'on a sortie de la carrière, concrètement. Je suis parti faire des galopings à l'extérieur pendant 3 mois. Et elle s'est éclatée de ça, on est devenus copains. Et puis voilà, ça devient entre guillemets, mon nouveau cheval de tête. Mais ouais, 80% des chevaux sont des jeunes chevaux. Et le reste, comme je vous dis, c'est des chevaux qui croisent notre chemin. Alors après, plus vous allez au concours, plus on vous propose des chevaux déjà un peu avancés. Et c'est chouette, ça fait gagner du temps. C'est pas toujours le plus facile, parce que c'est souvent des chevaux qui ont des impasses, donc sur lesquels vous devez travailler plus qu'avec un cheval que vous construisez de A à Z. Mais voilà, c'est chouette. À la maison, on fonctionne, on est 2 à monter les chevaux, il y a moi et ma femme. Et depuis très peu de temps, on a croisé une gamine que je fais monter depuis qu'elle a 6 ans, mais sur son poney. Donc j'avais jamais imaginé qu'elle puisse un jour faire un bon pilote.
Et elle m'a appelé il y a 6 mois de ça en me disant j'aimerais vraiment rentrer dans un... Elle voulait rentrer au Puy du Fou. Et elle me dit je me suis fait refouler et j'ai pas le niveau. Je dis viens à la maison, tu vas monter tellement de chevaux, tu vas arriver là-bas, tu vas être une star. Parce que je vais te faire monter 10 chevaux par jour, tu vas voir le niveau, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, je me suis aperçu que la gamine a un talent pour les jeunes chevaux, un feeling. Elle a 0 technique, puisque la technique ça s'apprend, elle a 0 technique. Par contre, vous la mettez sur les plus coquins et elle les sent tout de suite et elle les monte tout de suite correctement. Donc du coup, là, je lui ai enlevé son passeport, je lui ai enlevé sa carte d'identité, elle est clandestine, elle ne bouge plus de la maison. Non, blague à part, du coup, je lui ai dit que ça serait bien qu'elle retarde ce qu'elle a envie de faire et qu'elle pousse ça parce qu'il y a peu de gens. On a passé beaucoup de cavaliers, même de cavaliers qui montaient le Grand Prix, c'est très compliqué avec les jeunes chevaux. Soit ils veulent aller trop vite, soit ils ont peur. Donc moi, je fais pas le système jeunes chevaux. Pour moi, c'est une aberration. Mais voilà, Ça va trop vite. Bon, dès 5 ans, dès 4 ans, on leur demande ce qu'on leur demande. Il y a très peu de chevaux qui sont capables de le faire de manière facile. Il y en a, mais il y en a très peu qui sont capables de le faire facilement. Et on impose à un cheval un rythme qui est pour moi, à mes yeux, attention, ça n'engage que moi, pas juste pour le cheval. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Vous disiez que finalement vous les aviez de 6 mois à 3 ans, la majorité. Vous avez la place et le temps de les laisser vieillir, mûrir? On ne se pose même pas la question. Jolene a fait la première épreuve de sa vie sur une Avenir Élite. Elle avait fin d'année de 9 ans ou début d'année de 10 ans. Elle n'avait jamais fait une piste. Olivia, première épreuve de sa vie à un Grand Prix. Elle avait fin d'année de 9 ans. Voilà, avant. Et alors votre timing, votre rétro-planning, c'est quoi entre-temps? C'est que du travail et c'est eux qui nous disent. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que du boulot, on les bosse. On essaie d'en emmener de temps en temps un à l'extérieur sur un concours pour voir comment ils se comportent, parce qu'il y en a que ça rend vraiment très émotif et qui le vivent très mal. Donc on essaie de s'apercevoir, tiens, celui-là il est plus émotif que celui-là. Il va avoir besoin d'aller en piste ou il va avoir besoin de nous suivre sur des concours parce qu'il le vit mal et qu'il a besoin de l'apprendre. Et puis après, vous avez des Olivia. Première fois que je l'emmène, c'est Amsterdam il y a 2 ans. Donc on peut difficilement faire plus regardant, un truc intérieur, du monde partout, rien à faire. Elle était à la maison, elle arrive, je la lâche dans le box, elle se couche, elle dort. Je dis, c'est pas possible, c'est une blague. Du monde partout, des lumières, rien à foutre de tout. Donc là on se dit, bon ben voilà, celle-là, le haut niveau va pas la rendre inquiète. Donc ça c'est déjà des gros points positifs. Mais l'idée c'est vraiment de s'adapter au caractère et au comportement du cheval. Et moi j'aime dresser les chevaux. Je vous répète encore une fois, la compétition me fait pas rêver. Donc pas besoin d'aller faire les 4 ans, les 5 ans, les 6 ans. Moi j'aime les dresser, quand ils sont dressés, les emmener. C'est pas toujours très malin, parce qu'on se retrouve avec des problèmes d'un jeune cheval sur un Grand Prix, ça complique un peu le truc, mais voilà, c'est ma méthode, c'est ma solution, et puis j'ai pas le choix. Moi je peux pas être au concours tous les week-ends, je monte 10 à 12 chevaux tous les jours, quand je suis pas là, les chevaux ils travaillent pas. Donc dans mon système, pour l'instant, je n'ai pas de choix. Bien sûr que je rêverais de tomber sur un mécène qui dit ok, allez, maintenant les chevaux, on les garde. Du coup, tu as un piquet de 4 chevaux et puis tu es au concours tous les week-ends avec un cheval différent, comme font les meilleurs au monde, il n'y a pas de secret, à part Justin, qui est un extraterrestre. Vous prenez tous ceux qui sont là depuis des années, ils ont 5, 6, 7 chevaux de Grand Prix et ils tournent. Et du coup, ils sont tous les week-ends au concours. Et là, c'est des professionnels de la compétition. Nous, on est professionnels du métier, mais on donne des stages, on vend des chevaux, on donne des cours. Voilà, on n'est pas professionnels de la compétition. C'est la chose qui nous différencie des tout grands. Parmi tous ces chevaux qui ont croisé votre route au fil des années, il y en a quand même 2 qui sont des chevaux qui ont marqué votre carrière, qui sont très spéciaux et sur lesquels j'aimerais bien qu'on s'arrête, que vous nous parliez de Zowatt et de Jolene. Alors pour la petite histoire, on a reçu Patrick Allory dans notre podcast et il nous a parlé de Zowatt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu Zowatt, ça a été, je pense que c'est l'être qui m'a fait le plus progresser. Humainement, intellectuellement, c'est très difficile de parler de ce cheval parce que c'est un cheval qui arrive à la maison complètement rétif, mais lui il avait de l'âge par contre. C'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Ils ont été très vite avec et il a dit non et réellement non. Voilà, il avait compris, pas méchant mais très inquiet et plus d'instinct de survie. C'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour s'échapper de la contrainte. Donc ça a été très compliqué. Il m'a fait gratter la tête. D'ailleurs, j'ai rencontré Patricio comme ça.
parce que je comprenais pas pourquoi il y avait ces réactions-là, qui n'étaient pas des réactions de cheval, je comprenais pas. Et on a beaucoup échangé avec Patricio, il l'a vu très régulièrement, il est venu à la maison, j'ai été le voir. Voilà, on a fait tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le dressage classique, mais qui ont permis au cheval de redevenir un cheval. On l'a mis au paddock avec d'autres chevaux, on l'a mis pour qu'il accepte de redevenir un cheval tout simplement, quoi, et qu'il arrête d'être ce qu'il était devenu. Et ça a fini par fonctionner. Ouais, c'est clairement un cheval qui a marqué ma vie et ma carrière. C'est un grand anxieux et qui avait plus du tout confiance en l'être humain, mais plus du tout. Et le cap a été passé. Alors avec Patricio, on a passé énormément de caps, pour que les choses soient claires. On a monté le cheval, j'ai déroulé le Grand Prix en cordelette, on a été galopé dans les champs sans rien. On a vraiment bossé pour que le cheval me fasse une confiance aveugle. J'ai des vidéos sur un cross en cordelette, à sauter des trucs où on fait pas normalement avec un cheval de Grand Prix. Ou en tout cas avec lequel on pense aller faire avec lequel on pense aller faire du dressage sur le haut niveau. Mais ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai passé des heures à faire taguer ma carrière par mes filles et par mes frères parce qu'il était terrorisé dès qu'il y avait un truc au sol. Donc bombe de peinture de chantier, la carrière taguée, les gamins ils s'éclataient. Et puis j'allais monter le cheval à rien, du pas, du trop, et juste qu'il accepte de passer dessus, les bâches. Voilà, on a passé beaucoup de temps à faire toute autre chose que du dressage. Et un jour, j'engage donc on fait pas mal de compétitions. Et avant les Jeux de Tokyo, juste avant une des dernières compétitions avant les Jeux de Tokyo, je fais le concours de Francfort, un très gros concours. Et le cheval, ce jour-là, il a passé un vrai cap. En fait, sur la libre, on fait une libre très compliquée avec Zoat, tout se passe bien. Et sur la dernière ligne finale, à Francfort, tout le public se met à crier, à taper dans les mains, j'avais pas fini. Et je sentais le cœur du cheval battre dans mes jambes. Et je dis, là, il va péter les plombs. Ça, c'est un truc, faut pas lui faire ça à lui. Et tout le long, je lui gratouille le garrot et je lui dis, vas-y, reste avec moi. Et on s'arrête. Et il s'arrête comme il peut. Et je le sens se relâcher. Et là, je dis, bon, là on a passé... Désolé. On a passé un cap. Et après ça, c'est l'histoire. Désolé. Après ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Et voilà. Et voilà, c'est un cheval juste extraordinaire. C'est le seul cheval que j'ai pas réussi à vendre. Qui est encore excusez-moi. Il est encore à la maison. Ouais, il est encore à la maison, il bougera pas. J'ai eu des grosses propositions pour le cheval après les Jeux pour faire maître d'école et j'ai pas réussi. Pour être honnête avec vous, j'ai pas réussi. J'ai failli 2 fois et j'ai pas réussi. Et là tout va bien, il est à la maison, je le vois tous les jours, il est avec ses copains les poneys, avec un autre cheval au paddock. Je le fais monter à ma fille de temps en temps. Maintenant il est montable par tout le monde et il est prêt à tout pour tout le monde. C'est ça qui est très étrange. C'est que j'en ai discuté avec Patricio, je dis tu t'imagines que c'est un cheval qui fait cheval d'école maintenant, il apprend à ma fille à monter à cheval. Et Patricio il dit oui, c'est redevenu un cheval. Alors pour Patricio c'est une évidence, parce que c'est des gens qui vivent cheval. D'ailleurs, Patricio déteste la compétition et ce que ça représente. Donc c'est pour ça qu'au début, il m'a regardé avec des gros yeux. La première fois que j'ai vu Patricio, il m'a regardé avec des gros yeux. Il me dit, mais tu viens faire quoi ? Qu'est-ce que tu viens faire là ? Et je lui dis, je viens juste chercher des solutions. Je cherche des solutions, je ne sais pas si je vais en trouver aujourd'hui, mais je cherche des solutions et les solutions conventionnelles, normées et normales pour ce cheval-là, ça ne marche pas. Et on a échangé et puis le feeling est passé. Au bout d'un quart d'heure, on parlait la même langue avec Patricio et ça a été juste génial. Mais ouais, c'est un cheval qui a clairement marqué ma vie. Mais ils ont tous marqué ma vie. Light, le premier cheval avec lequel je fais Caen, c'est un cheval, voilà, c'est ma première participation en équipe. J'ai gagné une Coupe du Monde avec ce cheval-là en République tchèque. Après, il y a eu Axel, premier cheval avec lequel on va au jeu. Je suis juste réserviste, mais on est quand même là-bas. Bien sûr, Zoat, le premier qui m'emmène aux Jeux Olympiques. Jolene, qui est juste un animal, elle est juste parfaite. Elle est prête à tout pour vous. Elle dit jamais non. C'est un cheval de rêve. Honnêtement, Jolene, c'est un cheval de rêve. Voilà, ils ont tous. Quand vous passez 4, 5, 6, 7 ans avec un animal, tous les jours. Et puis, comme je vous dis, moi, on fait tout à la maison. Donc voilà, donc les chevaux, c'est pas juste des montures pour nous. Donc c'est des relations très particulières.
Ce qui me fait monter les larmes d'ailleurs, ça fait pas sérieux parce que je suis censé être le bad boys de service et là je fais là. Bref, c'est comme ça. Mais ouais, c'est des relations très particulières, très très particulières et nous on vit pour ça. Voilà, concrètement, ce qui me lève le matin, c'est ça. C'est cette relation qu'on a avec ces chevaux-là. Et c'est quand on arrive à 6h du matin qu'il y a encore personne dans les écuries qui vous appelle. C'est des trucs comme ça où moi c'est ça qui me fait vivre et qui me fait lever le matin. C'est pas ici. Ce que vous avez réussi à faire avec The Watt et ce que vous avez implémenté, le fait de le remettre au paddock, le fait de l'emmener, de le faire redevenir un cheval comme vous le disiez, est-ce que vous avez réussi à l'importer, à l'intégrer à votre système pour tous les chevaux qui ont suivi en fait? Mais déjà avant. Quelque part, ça a été un... C'est-à-dire que tous nos chevaux sont au paddock. Moi j'ai toujours eu des paddocks et ils sont tous au paddock de 7h30 le matin. Ils mangent leur grain au box et ils vont manger le foin au paddock. Donc de 7h30 du matin jusqu'à 17h, ils sont au paddock. Les chevaux, tous. Il y en a beaucoup qui sont à 2. Tous les chevaux très sensibles, tous les jeunes qu'on a qui sont un peu bizarres, un peu sursensibles, trop sensibles, trop inquiets, ils sont tous à 2. 3 on a essayé, ça marche pas. Il y a toujours une victime dans les 3, donc 2 ça marche bien. Mais ils sont tous à 2. Beaucoup, on en a beaucoup à 2. Ils sont tous au paddock et bien sûr que The Watt, quand vous avez un cheval qui vous pousse à l'extrême comme ça, bien évidemment que vous êtes obligé de reporter ce qui fonctionne sur les autres pour éviter de répéter le schéma. Mais oui, nous ils sont tous au paddock, tous. Vous avez parlé, vous avez évoqué rapidement les Jeux Olympiques de Rio tout à l'heure et moi j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus parce que vous avez été réserviste, ce qui est un peu une place compliquée, qui peut parfois être un peu une place compliquée. Comment est-ce que vous avez vécu cette place de coéquipier réserviste à Rio ? Alors, pour être honnête avec vous, l'année juste avant les Jeux de Rio, j'ai un très bon cheval, Light. Je me retrouve dans une situation où j'en ai d'autres qui arrivent derrière, plus l'argent, pas encore Karim, obligé de vendre. Donc je vends le cheval, je sais que la place de titulaire, elle va sauter, je le sais, mais pas de choix. Donc on vend le cheval et il s'avère que Axel, j'avais pas du tout prévu qu'il aille aussi vite parce qu'il avait pas quand j'ai vendu Light, Axel avait jamais déroulé un seul Grand Prix. C'est ma femme qui le montait, ma femme tombe enceinte, je récupère Axel et le cheval va super vite. Il déroule un Grand Prix, puis un autre. Je crois que je suis 3e au championnat de France avec. Et du coup, je rentre dans l'équipe. Donc la place, je l'ai vécue super bien. Pour être honnête avec vous, c'était déjà mieux que sur les plans. Hein. Concrètement, vous êtes là-bas, vous êtes sur place, il y a le cheval, vous êtes prêt à partir à n'importe quel moment. La preuve, c'est que j'étais dans la même chambre que Philippe Rosier. Et lui était réserviste aussi, et lui a pris, avec la malchance qu'il y a eu à l'obstacle et l'accident qu'il y a eu sur le cheval de Simon, lui a pris part, donc on était prêt à partir à n'importe quel moment. Mais celui qui vit une place de réserviste, vous faites partie de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, à un moment, si tu le vis mal, consulte, tu vas voir un psy, et puis tu te fais aider, et puis voilà, non, moi c'était déjà juste énorme. C'était déjà juste énorme, mais c'est une très chouette expérience, très très chouette expérience. Ça a été les prémices d'une histoire avec les Jeux Olympiques, puisque vous avez participé à Tokyo, à Paris, bien sûr, 2 Olympiades complètement différentes. Oui, clairement. Déjà parce que la première, évidemment, était à huis clos. C'était la sortie, elle avait été différée d'une année, c'était la sortie du Covid. Et puis la deuxième, parce qu'à la maison, parce qu'à Versailles. Comment vous avez fait justement cette transition entre deux salles, 2 ambiances, quoi. Là, vraiment, que 2 compétitions qui n'avaient rien à voir et pourtant, c'est juste les Jeux Olympiques. Là, vous êtes à Tokyo, c'est un concours où il y a des gradins énormes, personne dedans, c'est vide. L'endroit était assez magnifique, hein, c'était très bien fait, hein, mais c'était vide, donc ça fait gros concours international où vous passez le matin avant les sauteurs, en fait. Ça fait un peu ça, voilà. Donc pas c'est les Jeux quand même, mais pas dingue. Et puis vous arrivez à Paris, où là c'est chez vous, bondé, vous n'êtes pas dans le couloir que tout le monde hurle. C'est plus que 2 salles, 2 ambiances. Là c'est 2 sports différents. D'ailleurs, moi je me vois à Paris, première diagonale, et regarder le château et me dire oh, reste concentré, t'es sur le Grand Prix, tu vas dérouler, t'es pas en train de faire... C'est drôle parce que Pauline nous a raconté exactement la même chose. Non, c'est première diagonale, je prends mon coin, je prends la diagonale, puis je regarde le truc, et puis là je me dis non, mais là reste sérieux, parce que là t'es en train de dérouler, t'es au jeu, et puis voilà, ce serait bien fini, tu feras la visite touristique plus tard, quoi. Et Paris, c'est incroyable. Je sais pas si un jour on aura la chance de revivre un truc comme ça. Je pense pas, parce que chez nous c'est mort.
ou alors je serais vraiment très vieux. Mais non, c'était incroyable. Et puis pas que pour le sport, historiquement. Historiquement, on est dans un endroit, c'est improbable. Je jure, vous faites la diagonale, vous avez le canal avec le château en face. C'est un truc, c'est dingue. Honnêtement, c'est dingue. Les Jeux de Paris, c'était dingue. Mais ouais, on est très très content d'avoir pu enchaîner 3 Olympiades d'affilée. Et on a pris le train pour les 2 prochaines, on verra bien. Courir le format championnat, courir le format par équipe, c'est différent. C'est oui. Une autre chose pour vous? Oui, c'est clairement une autre chose, parce que quand vous courez le format par équipe, l'idée c'est de ramener un maximum de points et de ne pas en faire perdre. Donc on peut prendre des risques, mais des risques mesurés. Et comme je vous dis, moi j'arrive souvent avec des chevaux qui sont un peu verts, un peu jeunes, donc souvent qui ont des points forts, des vrais points forts. J'ai la chance d'avoir des bons chevaux, mais souvent un peu verts. Donc c'est les moments où moi perso je suis obligé de serrer un peu les fesses et dire vas-y, t'excites pas trop, là pour le coup reste calme et fais plus quelque chose de propre et va pas chercher à prendre un 8 ou un 9 parce que tu vas prendre un 6 et le 6 il va coûter très cher. Donc essaye de tout lisser et de faire propre. Donc ça c'est propre à moi mais oui, les concours par équipe c'est déjà beaucoup plus long parce qu'il y a de la préparation avant, il y a le stage avant, on arrive bien avant, il arrive sur des concours, vous pouvez arriver la veille du vet-check. Il y a des gens qui vont arriver pour le 5 étoiles demain, même aujourd'hui ou demain matin. C'est-à-dire qu'ils font le vet-check demain après-midi et dimanche ils sont déjà repartis. Sur un championnat, vous êtes là une semaine avant. À Rio, on était là-bas presque 3 semaines avant. Donc c'est très long. Et c'est là où il faut connaître bien les chevaux, savoir ce qu'il leur faut, à quel moment on les laisse au repos, à quel moment juste on les promène, à quel moment. Donc un championnat, ça se court toujours différemment d'un concours normal. Pour moi, en tout cas. Pour moi. Après, quand on connaît bien les chevaux et qu'on sait ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin, et qu'on vieillit, qu'on n'a pas besoin de se rassurer, parce que la réalité, c'est que souvent, on en fait trop parce qu'on a besoin de se rassurer. Se dire, putain, est-ce que ça va passer, Et bien sûr, on refait 50 fois le truc qui passe pas, et forcément, au bout de la 10e fois, ça passe moins bien que la première. Donc ça, c'est des fautes de jeunes cavaliers. Quand on vieillit, on les fait plus, ces fautes-là. On sait que, voilà, de toute façon, sur la piste, il n'y a rien qui va se passer comme c'était prévu, donc voilà, il faut rester calme. Donc ouais, les championnats se courent clairement différemment qu'un concours normal. 2024, ça a été une très belle année pour l'équipe de France de dressage. 2025 était un peu plus calme. Et puis là, on a la sensation que les chevaux reviennent au top de leur forme quand même en vue des championnats du monde cette année et puis des prochaines Olympiades. Quel avenir est-ce que vous envisagez pour le dressage en général et pour le dressage français surtout? Alors 2024 était une belle année parce qu'on a travaillé très 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 dur 2023. Quand je dis on, je parle du staff, tout ce qui avait été mis en place, rien n'avait été laissé au hasard, tout a été très 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 millimétré et très ouais. Ils ont vraiment bossé dur. Donc on a récolté en 2024 ce qu'on avait semé en 2022-2023. En 2025. Moi je décide de ne pas partir avec Jolene parce que je sais qu'elle va être au commerce à un moment et je décide de mettre Olivia en discutant avec le staff qui était qu'à moitié content de ce que je disais parce qu'on savait très bien que Jolene était plus fiable et d'ailleurs les résultats l'ont prouvé, hein. Jolene aurait certainement fait mieux qu'Olivia en piste, mais je décide de mettre Olivia en me disant la jument je la connais pas sur un championnat, c'est long un championnat, on a la chance d'avoir un championnat à la maison, on a la chance ou la malchance qu'il y ait beaucoup de chevaux de tête qui soient pas là pour l'équipe, donc est-ce que c'est pas le moment de former? On discute avec Jean de ça et Jean me dit oui, c'est clairement le moment de former puisque là on est sur un championnat entre guillemets qui compte pas. Et si on doit faire quelque chose comme ça, si on peut dire qu'un championnat ne compte pas, hein, mais sur un championnat qui n'est pas qualificatif pour rien, donc si on doit le faire, c'est maintenant. Donc c'est le choix qu'on fait. Si j'avais amené Jolene, peut-être qu'on aurait gratté quelques places par équipe, mais c'était un choix. Maintenant, on verra cette année si ce choix était judicieux. Mais l'année 2025, après les Jeux, c'est toujours pareil, il y a eu quand même une vraie redescente pour tout le monde. Les choses moins, surtout quand nous on avait les Jeux en France, donc il y avait beaucoup de pression, les choses étaient moins organisées, tout a été moins poussé par tout le monde. Donc c'était un peu moins bien, mais on savait très bien en allant au championnat d'Europe avec 3 jeunes chevaux sur 4 qu'on n'allait pas faire un miracle.
On n'est pas complètement stupide. Et puis il y a eu beaucoup de malchance. Le cheval de Pauline qui se fait opérer d'une dent, juste quoi opérer, je ne sais pas si opérer, mais à qui on soigne la bouche juste avant. Il y a eu beaucoup de malchance. Mais c'est comme ça, c'est aussi ça le sport. Maintenant, là, les choses, on les remet en place. Les chevaux ont vieilli. Ils ont tous pris 1 an d'expérience et ils sont en train de revenir. Il y a beaucoup d'autres cavaliers qui ont des bons chevaux. On espère pour le pays qu'il va y avoir un maximum de chevaux qui feront des points pour avoir l'équipe la plus forte possible pour les championnats du monde à venir, clairement. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de votre discipline, à la fois en tant que nation, mais à la fois en tant que sport pour lequel on a une licence sociale et qu'on a le droit de pratiquer? Moi, je pense que notre sport arrive à un moment charnière. Je pense que il est en train d'évoluer dans le bon sens à mes yeux. Je pense vraiment que, j'en suis quasi persuadé, que pour qu'il puisse continuer à perdurer, l'intelligence artificielle à un moment va arriver. D'ailleurs, Raphaël Salé, je crois qu'il a fait un article en parlant. Donc je pense que toutes ces choses-là vont arriver. Moi, je suis assez serein pour notre sport, vu la tournure que prennent les choses et à l'endroit où on remet le cheval maintenant dans notre sport. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait altérer ou rendre les choses compliquées. Bien au contraire, moi je suis très content qu'on remette le cheval au centre du sujet. Ça reste eux les acteurs principaux de notre vie, de notre sport, et ça doit être eux qu'on doit préserver au maximum. Après, il ne faut pas oublier que c'est des athlètes. J'ai rarement vu Usain Bolt faire un sourire au milieu d'un 100 mètres ou Tony Parker envoyer un SMS au milieu d'un combat. Teddy Riner ou Tony Parker, voilà, tous ces athlètes-là. Donc à un moment, il faut aussi que les gens acceptent que pendant une reprise, il y a la perfection. Et concrètement, il n'y a pas un cavalier qui rêve pas d'avoir la nuque là-bas, la bouche belle, le truc. Et après, il y a la réalité. On rêve tous d'être beaux, intelligents, riches. Et puis le matin, on se réveille avec ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. La compétition, c'est un peu ça. Donc il faut aussi que les gens acceptent qu'il y a aussi des attitudes qu'on subit sur la piste. Il n'y a pas que des choses désirées. Et voilà. Mais moi, je trouve très bien, quand ça part pas dans tous les sens, je trouve très bien ce qui se passe avec le bien-être animal, avec ces choses-là. Ça ne me pose aucun problème. Est-ce que vous trouvez que notamment l'épisode de la mise à pied de Charlotte Dujardin a été bénéfique, ou en tout cas a permis de faire bouger certaines frontières, certaines choses qui devaient bouger, ou est-ce que vous trouvez que ça a été finalement juste... Moi, je pense pas que ça a été bénéfique. Je pense pas que... Moi, j'ai du mal, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai du mal Ce qu'elle a fait, c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable. Maintenant, bien malin le cavalier qui serait capable de dire non mais moi j'ai jamais mis 3 coups de cravache à mon cheval. Voilà, celui qui vient me dire ça en figure et qui me regarde en figure, j'engage un détective pour chercher 5, 6, 8, 10 ans auparavant et qui ne se soit pas énervé une fois. Donc ça, c'est quelque chose... Attention, je ne dis pas que c'est acceptable, mais c'est une honte. C'est une honte. Mais ça, c'est les réseaux sociaux. Vous regardez les gens qui lui parlent, qui l'insultent, qui l'a dit tous les noms. Vous prenez leur profil. Il y en a qui ont 50 kilos de trop qui montent à cheval. C'est acceptable. Nous, on est au régime toute l'année. Moi qui adore manger, je suis au régime toute l'année parce qu'il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement. Ou alors, c'est une cavalière de club avec un gog et un truc comme ça et qui l'ouvre en deux. Je veux dire, c'est autant de torture à mes yeux que ce qu'elle a fait. Maintenant, se permettre de la lyncher publiquement, ça reste un être humain, ça reste quelqu'un qui peut péter les plombs, comme tout le monde. Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui tuent leur femme, qui tuent leur mari sur un moment de pétage de plomb. Donc ce qui n'enlève rien au fait. Moi, je cherche pas ni à dire que ce qu'elle a fait c'est normal ou pas normal. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, je trouve le lynchage inacceptable et honteux. Voilà, c'est ma vision des choses. Maintenant, la décision de la mettre à pied, de ne pas la mettre à pied, ça, c'est pas moi qui le décide. Ils font comme ils veulent. Mais à la limite, la mise à pied, elle est normale. Par contre, on préserve la personne. Et on la laisse pas se faire ouvrir en deux comme ça, publiquement. Et encore maintenant, et encore. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour moins que ça. On se rapproche du harcèlement. Vous faites la même chose sexuellement à quelqu'un, vous êtes en prison. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment, il faut accepter que les gens restent des êtres humains. On a tous nos faiblesses, on a tous nos points forts, on a tous nos faiblesses. Bien évidemment que le cheval doit rester l'acteur principal. Bien évidemment qu'il n'y a aucun cheval qui mérite de se faire malmener.
Mais à un moment, il faut accepter qu'on n'est que des êtres humains. Et ce que je vous disais, le matin, on se réveille avec nos défauts. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de cavaliers mal parler et dire des choses atroces sur elle. Moi, je trouve que c'est pas gentil. Voilà. Ça fait partie des gens qui ont quand même emmené notre sport à ce qu'il est aujourd'hui. Elle a quand même écrit l'histoire de notre sport. Elle a vrillé, elle a pété les plombs, elle a été sanctionnée, mais il fallait pas la lyncher comme ça. Donc non, je pense pas que ça a été bénéfique. Je pense pas qu'il y ait eu besoin de ça pour se mettre tous autour d'une table et dire voilà, l'hyperflexion à outrance, c'est néfaste. Les museroles fermés à outrance, c'est néfaste. Mais à côté de ça, mettre la tête à un cheval là-haut avec le dos creux, c'est aussi néfaste que de lui mettre le nez dans les genoux. Je veux dire, à un moment, il faut le muscler, le cheval. Il faut qu'il puisse porter le cavalier. Donc le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a un certain groupe sur les réseaux sociaux avec des marchands d'intelligence qui n'ont pas un échantillon sur eux, qui se permettent tout et n'importe quoi, sans pour autant être forcément des techniciens, sans pour autant être des spécialistes, et qui, à la moindre incartade, vous ouvrent en deux. Donc moi, j'ai essayé de discuter avec ces gens-là, je les ai invités chez moi, ces gens-là. J'ai les captures d'écran, parce qu'ils disent que c'est pas vrai, j'ai toutes les captures d'écran. Je leur dis, vous savez quoi, vous venez à la maison, avec toute votre secte, on met la moitié de la carrière, on met des chaises, et je vous sors 10 chevaux. Et vous allez voir que j'ai des 3 ans, au débourrage, qui mettent le nez dans les genoux. Et je passe ma séance à essayer de lui lever la tête. Et à côté de ça, j'ai des 3 ans qui me regardent dans les yeux comme des girafes. Et pourtant, ils en sont tous les deux à leur première séance de travail. Moi, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est capable de mettre la jambe derrière le cou et de faire un grand écart. Et l'autre, elle a du mal à toucher ses pieds. Donc, à un moment, il faut accepter que tous les animaux et que tous les chevaux sont très différents. Et que c'est comme ça. C'est quoi la suite maintenant, Alexandre, après ces Jeux Olympiques de Paris? Maintenant, il va y avoir les championnats du monde. Et vous nous avez parlé des 2 prochaines Olympiades. Ouais, vous voyez comment maintenant? Si ma fille me pousse pas trop vite dehors, et ça, c'est pas dit que ça dure encore très longtemps. Non, moi, on prépare beaucoup de chevaux. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes chevaux qui arrivent pour faire le Grand Prix. Donc, ouais, moi, le haut niveau, comme je vous ai dit, on a monté tout un système pour pouvoir y rester. Le système fonctionne plutôt pas mal pour l'instant, donc il va falloir, pour ceux qui m'aiment bien, vous inquiétez pas, on est là, et ceux qui m'aiment pas, il va falloir que vous continuez à m'apprécier, parce qu'on va pas partir tout de suite. En général, on pose quelques petites questions courtes à la fin d'une interview. Je voulais vous demander, c'est quoi le meilleur conseil que vous ayez reçu? Que j'ai reçu? Ouais. J'ai pas reçu beaucoup de très bons conseils, pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, moi je peux en donner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne laissez personne vous empêcher de rêver. Voilà. Il n'y a personne qui a le droit de vous empêcher de rêver. Et vos rêves, ils sont jamais assez grands. Voilà, ça c'est une certitude. S'il y a un cheval que vous aimeriez monter qui est dans le circuit actuel, c'est lequel? Vous le connaissez? Il y a un petit noir là qui est là, qui est vraiment pas mal. Ouais, le cheval de Justin, il fait rêver tout le monde. Mais alors là, pour être honnête avec vous, Justin, c'est Zonic, et Zonic, c'est Justin. Ce cheval-là a appartenu à un ami à moi. C'est un ami à moi qui l'a vendu à Justin. Il était français, ce cheval-là. Hein. Donc, ce qu'il est aujourd'hui, c'est Justin et vice-versa. Donc ouais, juste pour sentir le cheval 3 minutes, mais juste pour sentir la finesse qu'il a réussi à mettre dessus. Mais oui, le cheval est assez incroyable. Et le couple est incroyable. Le couple est improbable. Voilà, le couple est vraiment improbable, c'est son pote, c'est incroyable, incroyable. La dernière chose, Alexandre, ça va être un conseil, un exercice, un tips, n'importe quoi, mais que les auditeurs puissent emmener avec eux la prochaine fois qu'ils vont être à cheval, là, un truc qu'ils vont pouvoir essayer de vous soutirer pour apprendre, comprendre, aller plus vite ou essayer de faire progresser leur cheval. Ah, ça, c'est un truc que je sais depuis pas longtemps. C'est que moi, ma spécialité, c'était de faire des trucs infaisables avec des chevaux qui faisaient pas des trucs simples facilement. Et l'amour, en fait. Hein, ma femme m'a répété 500 fois, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et en effet, faites des choses simples parfaitement, et les choses compliquées, elles viennent toutes seules. Mais n'essayez pas de en fait, toutes les étapes qu'on brûle, on les paye après sur le haut niveau. Calme et droit. Ouais, exactement. Épaule en dedans, épaule en dedans, épaule en dedans, épaule en dedans, avance, revient, et des transitions, épaule en dedans. Quand vous avez toutes les transitions dans les 3 allures parfaitement, et des jolies épaules en dedans, normalement le reste, c'est facile. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi qui vous remercie.